dire, l'équipe dédiée on va dire, aux cours sur les fondations. Hein. Donc là, vous changerez, on va dire, les sous-groupes hein, avec les enseignants. Et donc, il y aura Arnaud Fignas, Sébastien Burlon et Fad Cuira qui qui enseigneront, et Anne Mintang aussi, hein, qui une semaine sur 2, qui remplace, je crois, Arnaud. Et donc, ce sont 3 personnes, on va dire, expérimentées dans le calcul de fondation. Et donc, là aussi, ils vont vous amener à travailler des petits exercices et à donc travailler aussi des exercices plus importants qui sont de vrais chantiers hein, qu'on va vous proposer sous la forme de petits bureaux d'études. Hein. Donc, ici, vous avez une première séance bureau d'études le 1er mars. Et puis, une deuxième séance, ici, le 29 mars. Et donc, au début mai, là, ce sera votre tour de présenter le travail sur ces exercices-là. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on va vous distribuer des exercices, on va dire, au début mars, et vous devrez donc présenter les fondations que vous aurez calculées, on va dire ça simplement, au mois de mai. Alors, bien sûr que sur ces 3 chantiers, il y aura une petite introduction à faire sur la partie géologie, hydrogéologie, hein, donc, et aussi pollution des sols. Hein, vous verrez que ce sont des chantiers en site urbain, donc il y a un passé, hein, il y a un passé, on va dire, humain sur ces chantiers. Voilà, donc je pense qu'on va commencer le cours. Je vais essayer... pardon. Attendez, je reprends mon écran Zoom, pardon. C'est pas ça. Voilà, oui, on a presque tout le monde là, les participants. Donc, je regarde juste s'il y a Fad Cuira qui nous dit bonjour ou pas. Mais il n'a pas dû pouvoir se connecter. Bon, donc on va passer à notre cours. Alors, je reprends, voilà, c'est ce qu'il faut que je change, il faut que je prenne ça. Voilà, donc là, on a le cours et je vais l'afficher en diaporama. Voilà, nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Donc, vous m'entendez bien? Eh bien, on y va. Donc, comme je le disais, on commence, on va dire, cette partie géotechnique par un contexte géologique des ouvrages, hein, et on va, pour faire un exemple, hein, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, eh bien, on a choisi de vous présenter ce qui se passe en région Île-de-France parce que on sait que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont, on va dire, pour la première fois en France, ou en tout cas pour la première fois au niveau des études, et donc vous n'avez pas forcément une bonne connaissance de ce sous-sol parisien. Hein, vous connaissez un peu plus votre région, ce qui est tout à fait normal. Donc l'idée, c'est de vous présenter cet exemple sur la région Île-de-France pour, on va dire, vous intégrer un peu mieux encore à ce contexte. D'autant que vous risquez de faire des stages. Les exercices qu'on va vous proposer sont sur la région Île-de-France pour l'essentiel. Donc, voilà. Donc, voilà Bruno Tessier qui nous fait un petit coucou. Voilà, on le retrouve tout à l'heure. Alors, donc, comme je disais, donc on commence par ce contexte géologique des ouvrages. Et voilà, hein, donc vous avez ici le nom des enseignants, vous avez nos emails dans le petit email qui vous a été envoyé donc par Fad Cuira, hein, qui est le responsable du cours et qui vous a invité à vous connecter sur EducNet, etc. Donc,
n'hésitez pas à nous solliciter. Hein. On est un petit peu en mode distanciel pour des raisons sanitaires, mais on est tout à fait existant, hein. On n'est pas virtuel, on est tout à fait réel et tout à fait disponible, hein, pour vos questions, d'autant plus disponible qu'on sait que pour vous, c'est pas évident, hein, de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, hein, malgré tout, c'est à vous, si j'ose dire, d'envoyer l'email de questions. Hein. Mais sachez qu'on est disponible, hein, et tout à fait bienveillant sur les réponses et sur les questions que vous allez poser. Alors, l'espace sous la ville, donc dans les grandes métropoles, hein, est actuellement largement utilisé. Donc, c'est quand même une notion, on va dire un petit peu différente, en tout cas une notion qu'il faut étudier soigneusement, parce que elle est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'il y a un encombrement en surface qui fait qu'on utilise beaucoup donc cet espace sous la ville, qui pose quand même, on va dire, des contraintes ou des questions un petit peu différentes de l'espace au-dessus du terrain, au-dessus du relief. Hein. Alors, par exemple, en fonction des statuts et du droit, hein, du sol, eh bien, il peut y avoir, on va dire, la compétition entre l'utilisation du sous-sol. Donc, il va falloir, on va dire, arbitrer, hein, c'est-à-dire choisir en fonction de différents critères. Hein. On peut choisir en fonction, par exemple, du développement durable, hein, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui est le plus nécessaire ou le moins impactant, etc. Il faut aussi gérer, on va dire, la connexion avec ce qui est en surface. Alors, je ne vois plus ma souris. Voilà. Donc, il va falloir un petit peu, là aussi, arbitrer et gérer ces connexions. Et enfin, il faut parfois faire accepter cet espace souterrain. C'est-à-dire que actuellement, en plein hiver, le fait de rentrer dans les couloirs du métro, eh bien, on est un petit peu au chaud, c'est sympa. Quand il fait très chaud l'été, prendre le métro, c'est éprouvant, hein, vous avez trop chaud, etc. Donc, attention, la notion d'acceptation est importante, c'est-à-dire qu'il va falloir que les architectes fassent en sorte que ce souterrain il soit agréable, pas trop stressant, pour que, on va dire, l'humain, le client, soit parfaitement à l'aise, ou en tout cas presque aussi bien que s'il était en surface. Donc cet espace sous la ville, vous voyez, il relève, on va dire, de disciplines scientifiques variées qui passent par, bien sûr, les géosciences, c'est-à-dire que le sol, le sous-sol, la géologie, etc. Et puis, il y a aussi un rôle à jouer pour les urbanistes, pour les architectes, pour les ingénieurs géotechniciens, hein, c'est-à-dire vous, pour l'essentiel, vous allez devoir trouver des solutions techniques. Hein. Et bien sûr que les économistes, etc., vont être concernés. Pardon. Donc voilà, hein, vous allez intervenir au sein d'une équipe et bon, même si votre rôle il est clé, hein, dans le sens du dimensionnement, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui allez décider s'il faut des pieux de 8 mètres, de 9 mètres 50, etc. Mais sachez que d'autres vont aussi intervenir peut-être sur le choix des peintures, sur le choix des formes, sur différents aspects, la ventilation, etc. Alors, aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit, on commence par parler un petit peu du cadre géologique et géomorphologique de l'Île-de-France. Et je vais vous présenter un petit peu des éléments qui sont liés à l'histoire de l'occupation des sols sur Paris et sa région. Hein, donc, vous savez probablement que
déjà au temps des Romains, hein, eh bien, nous avions une occupation, c'était déjà une petite ville, hein, Lutèce. Donc, voilà, il y a déjà plus de 1500 ans d'occupation de sol à Paris. Alors, il y a des métropoles où l'occupation est encore plus ancienne. Hein, si vous allez à Rome, si vous allez bien sûr en Égypte, etc., vous allez avoir on va dire, des traces de l'occupation et puis des traces qui peuvent être impactantes. Alors sur Paris, on a des traces impactantes dans le sens où, eh bien, pour construire, on a extrait des matériaux du sous-sol très proches ou même quasiment immédiats autour de Paris. Et donc, on a un ensemble d'anciennes carrières à ciel ouvert et souterraines sur beaucoup de matériaux. Hein, matériaux essentiellement de construction, mais donc tous ces matériaux ont été extraits et maintenant on a l'effet du temps, hein, puisque sur 300-400 ans de durée, eh bien, un vide en souterrain, eh bien, ça fatigue, on va dire. Hein. Donc, il y a également des vides de dissolution naturelle, et ça, c'est valable même si on n'est pas en site urbain. Hein. Donc, les roches, un certain nombre de roches sont solubles, et donc, elles sont dissoutes avec le temps. Et puis, il y a ce qu'on appelle les actions anthropiques aggravantes. Donc, on regardera un petit peu les versants instables autour de Paris. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer aussi largement ailleurs. Et on regardera un petit peu quelques exemples de fondations déjà pour vous mettre dans le bain, on va dire. Donc, voilà pour l'exposé. Et ensuite, donc, il y aura un TP avec des travaux dirigés en sous-groupe sur aussi cette Île-de-France et cette ville de Paris. Alors, donc voilà pour ce plan. Alors, le bassin de Paris, donc ici vous avez une coupe géologique qui va quasiment, on va dire, de Brest à Strasbourg. Hein. Donc, et Paris se situe ici sur ce petit plateau là. Et voyez que au niveau du sous-sol, c'est-à-dire qu'ici on est à moins 3000 mètres, vous voyez ma souris, hein, j'imagine. Donc, ici, on est à moins 3000 mètres. On rencontre en fait, ce qu'on appelle le socle qui date du primaire, hein, qui est le terrain, on va dire, qui était présent avant ici, on va dire, le Trias. Hein, ce bassin parisien a commencé à se remplir au Trias. Et donc, vous voyez qu'il y a environ 3 km de matériaux sédimentés, superposés, de manière assez régulière. Hein, vous voyez, c'est assez, on va dire, sympathique ou assez calme. Et c'est comment on a pu sédimenter autant de matériaux. Eh bien, le niveau de la mer est resté assez stable, hein, à plus ou moins 100 mètres par rapport, on va dire, au niveau actuel. Ce qui a permis cette sédimentation aussi importante, c'est le fait que le socle primaire, ici, c'est un peu enfoncé. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle un processus de subsidence. Et cela est lié au fait que la croûte, hein, c'est-à-dire toute la partie de la surface de la Terre qui est située ici autour de Paris, eh bien, cette croûte s'est amincie. Avec le temps, elle s'est étirée, on va dire, de part et d'autre. Et donc, ça a provoqué cette subsidence lente et assez régulière. Et du fait qu'il y avait des invasions marines, hein, on n'est pas très loin du niveau de la mer actuellement, là, à Paris, en bord de Seine, on est à une altitude de 30 mètres, environ 35 mètres. Bon. Donc, vous voyez, c'est pas très loin du niveau de la mer, avec quelques petits mouvements soit du sol, soit de la mer, eh bien, on est très rapidement, si j'ose dire, sous l'eau. Donc, voilà pourquoi tous ces sédiments se retrouvent empilés au niveau de Paris. Et donc, cette sédimentation, elle a duré hein, tranquillement. On a de la sédimentation sur 250 millions d'années.
Donc, ça veut dire que beaucoup de matériaux déposés, des matériaux essentiellement d'origine marine, hein, donc du sable, des calcaires, des argiles aussi, parce qu'on n'est pas très loin du continent, on était souvent en bord de mer, on va dire, et de la craie aussi. Voilà, donc une succession de matériaux qui est, bon, donc actuellement, on est sur la dernière, on va dire, couche ici. Alors, dans le détail, on reprend donc cette subsidence cumulée, hein, autour de 3000 mètres de hauteur, avec des terrains qui démarrent, les premiers terrains déposés sur le socle datent du Trias, hein, donc on a dit autour de 250 millions d'années, et puis on va retrouver plus ou moins presque tous ces étages sédimentaires, donc jusqu'au plus célèbre ici, qui est l'étage du Lutétien, hein, c'est-à-dire c'est un calcaire qui est particulièrement bien visible, affleurant autour de Paris, et les roches, on va dire les moellons des bâtiments, hein, sont aussi du calcaire du Lutétien. C'est-à-dire que si vous regardez des bâtiments un peu enfin, construits anciens, hein, pas en béton bien sûr, mais des bâtiments en pierre, presque toutes les pierres que vous allez voir, ce sont des pierres du Lutétien. Et puis, on a aussi sur les points hauts, on va dire, du bassin parisien, les sables de Fontainebleau, par exemple, et quelques terrains encore un petit peu plus récents. Bon. Donc, vous voyez, on a tous ces terrains-là entre le socle et la surface. Et puis, bien sûr que les terrains que vous allez rencontrer du point de vue géotechnique sont les terrains, on va dire, qui sont assez proches de la surface. Hein. Donc, on va se concentrer, on va dire, sur cette petite partie-là, c'est-à-dire le Lutétien, ce qu'il y a un petit peu au-dessus, ce qu'il y a un petit peu en dessous. Hein. Et jusqu'ici, au Crétacé, on va reparler de la craie du Campagnen. Par exemple, ce sera notre étage, on va dire, le plus bas concerné par les fondations ou les constructions en région parisienne. Alors, bien sûr que si vous faites, par exemple, de la géothermie en région parisienne, vous allez aller chercher des couches plus profondes. Hein. Mais en termes de géotechnique, de creusement de tunnels, etc., généralement, un des points les plus bas occupés, ça va être la craie du Campagnen. Alors, quand même, donc je vous ai dit, le socle s'est enfoncé depuis 250 millions d'années, mais il y a eu des petites poussées vers le haut, on va dire des remontées, pas totalement homogènes. Donc on a eu récemment un soulèvement du bassin de Paris lié à, on va dire, les soubresauts de la fin de la construction des Alpes, plus ou moins. Donc, il y a juste 3 millions d'années, il y a eu, on va dire, une petite poussée vers le haut, un peu déséquilibrée, vous voyez, et globalement, le nord-est est plus haut que le sud-ouest. Et donc, les terrains ne sont plus à l'horizontale, mais ils sont légèrement pentés ou inclinés. Donc, et le pendage général va vers le sud-ouest. Et puis, bien sûr, que les rivières actuelles creusent ce sous-sol géologique. Voilà, donc il y a des petites marques d'érosion par ces vallées de rivières sur ces couches qui sont globalement, on va dire, assez horizontales, mais irrégulières. Alors, si on regarde sur une carte un petit peu plus haut, hein, donc Paris est situé ici. Là, j'espère que vous voyez bien ma souris. Donc, Paris est situé ici à la confluence hein, de la Seine et de la Marne, quasiment. Et puis, donc, vous voyez que les terrains, la carte géologique qui indique ici l'âge des terrains, s'organise selon des espèces d'auréoles hein, qui sont concentriques quasiment. On est presque à Paris, au centre de ce bassin sédimentaire. Et autour, eh bien, différentes auréoles avec, ici, tout ce qui est en jaune, ce sont les terrains tertiaires, en vert et en bleu, les terrains du secondaire, du Crétacé et du Jurassique.
Donc, voilà, hein, c'est pour vous montrer un petit peu, et de temps en temps, on voit ce qu'il y a en sous-sol, hein, en souterrain, on va dire, par le biais de petites fenêtres d'érosion ou différentes, qui ont différentes raisons. Alors, essentiellement, il y a quelques plissements, on va dire, qui ont des axes ici qui sont parallèles à ces axes de faille que vous voyez. Donc, il y a quelques ondulations, on va dire, dans ce bassin parisien, et on verra qu'il y en a une pas très loin de Paris, enfin ici, légèrement au sud, hein, il y a un petit anticlinal qui s'appelle l'anticlinal de Meudon, et vous voyez qui est globalement dans l'axe de ces failles qui sont marquées ici sur la carte géologique. Alors, si on regarde d'un peu plus près le centre de Paris, eh bien, vous allez reconnaître ici la vallée de la Seine. Hein, la Seine coule vers l'ouest. Et en fait, actuellement, donc si vous allez vous promener, vous voyez la Seine dans un lit assez étroit, hein, qui est endigué hein, de part et d'autre. Mais donc le lit, on va dire le lit de cette rivière est plus large que les digues que vous voyez. Donc les terrains autour sont un petit peu érodés, et on a un ancien méandre hein, qui passait un peu plus au nord. Hein, la Seine coule là actuellement, mais vous voyez que par le passé, elle a coulé là. Donc, dans ce secteur-là, on va retrouver par exemple des alluvions et une érosion, bien sûr, des terrains. Alors, il y a quelques collines hein, dans Paris. Si vous louez des bicyclettes, vous allez tout de suite les reconnaître. Donc, la colline de Belleville, la colline de Montmartre. Donc, ici, hein, on va dire le secteur de Chaillot. Donc, vous avez la tour Eiffel plus ou moins en face. Hein, donc, si vous traversez la Seine au niveau de la tour Eiffel, vous allez rencontrer ici ce secteur-là qui est aussi un petit peu plus élevé. Vous verrez, il y a pas mal d'escaliers pour passer d'une rue à l'autre, etc. Donc, il y a des pentes un peu plus raides. Et puis, donc, le secteur aussi de Montparnasse, ça monte un petit peu quand on va de la Seine, hein, de Notre-Dame, jusque vers la tour Montparnasse. Donc, voilà un petit peu le relief à Paris avec cet ancien méandre hein, qui pose quand même des difficultés techniques pour toutes les constructions de ce secteur-là. Alors, si on regarde de nouveau un peu dans le détail les formations géologiques dans la ville de Paris, donc on a ce repère qui est important, qui est le calcaire grossier du Lutétien. Hein, et donc, je vous ai dit, on va regarder les terrains un peu en dessous, et un peu au-dessus. Donc, la fameuse craie du Campagnen que je vous ai déjà citée. Et puis, donc, un certain nombre de couches ici, des argiles et des sables pas très bons du point de vue géotechnique. Hein, donc, fausse glaise, argile plastique, sable d'Auteuil, là, il y a des difficultés, on va dire. Ces fameux calcaires grossiers c'est une couche de référence largement utilisée dans Paris pour faire des fondations. Et alors ici, une couche aussi à souligner, c'est un ensemble de couches de gypse. Le gypse étant une roche soluble, ça peut poser des difficultés et ça a été aussi largement exploité. Et enfin, donc sur, on va dire, plutôt la région Île-de-France, donc une couche importante pour les géotechniciens, c'est la couche du sable de Fontainebleau, parce que le sable de Fontainebleau est un sable, on va dire, dont la qualité est internationalement connue. Et donc, c'est un espèce de sable de référence quand vous faites des essais, par exemple, un essai de cisaillement, etc. La valeur du coefficient de frottement du sable de Fontainebleau est internationalement connue et ça permet d'étalonner, on va dire, des appareillages, par exemple. Alors, donc, ces formations géologiques, et ici, dans ce qui est souligné un petit peu, c'est ce qui a été exploité, extrait, utilisé. Donc, bien sûr qu'on va le retrouver au niveau des anciennes carrières. Alors, ici, pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise au niveau de Paris, ici intramuros, hein, vous avez le secteur de Paris qui est souligné, et puis l'Île-de-France un petit peu plus largement.
Donc, vous avez en fait des plateformes, hein, ces différentes couches calcaires qui sont plus résistantes ont, on va dire, plutôt résisté à l'érosion. Donc, elles sont un petit peu plus marquées dans le paysage. Et donc, on a, du fait du pendage, hein, la plateforme du calcaire de Brie qui est surtout visible ici au nord-est de Paris. Et puis, au sud-ouest, eh bien, c'est plutôt la plateforme du calcaire grossier et puis ici du calcaire de Beauce. Voilà, donc ici une coupe marquée AB, donc qui passe par la butte Montmartre ici et qu'on va voir tout de suite. Alors, on va dire que l'échelle des longueurs et des hauteurs est exagérée. Hein, la butte Montmartre n'est pas aussi raide quand même à monter, mais donc elle forme quand même un relief important dans Paris. Hein. Et vous voyez ici en coupe, hein, donc les différents niveaux calcaires, hein, le fameux calcaire grossier ici du Lutétien, le calcaire de Saint-Ouen qui est au-dessus, le calcaire de Brie encore, et la fameuse craie du Campagnen, ici en vert. Hein. Donc, vous voyez que globalement, hein, la géologie de Paris est relativement simple, avec ces couches qui se superposent tranquillement, mais tout de même, c'est pas tout à fait horizontal. Hein, voyez. Et ici, vous voyez, on va dire, la partie vallée de la Seine, avec à la fois une érosion ancienne, hein, qui est plus vaste que les simples digues qui sont ici présentées, hein, avec le lit de la rivière là où il est aujourd'hui, et puis du remplissage alluvial sur une partie de cette vallée. Et ce qu'on voit aussi assez bien, ce sont des remblais, hein, des remblais pour tout simplement aplanir le sol ou se débarrasser des déchets. Hein. Le relief parisien est remblayé presque en continuité, hein, donc ça forme une couche un petit peu hétérogène qui cache beaucoup de choses. Hein. Donc attention à ces remblais. Alors, comme je le disais, les carrières sont très présentes au niveau de la ville de Paris et de l'Île-de-France. Donc, vous avez ici une carte des carrières qui a été dressée par l'Inspection générale des carrières, qui est un organisme qui travaille assez précisément sur Paris et sur toute l'Île-de-France pour repérer ces anciennes carrières et les conforter là où elles sont menaçantes et surtout sous l'espace public. C'est-à-dire qu'au niveau des routes, au niveau, on va dire, par exemple, des parcs, tout ce qui est accessible au public, eh bien, l'État est responsable et donc les carrières sont confortées. Mais sur les espaces privés, il y a encore beaucoup de travail à faire et ce sont les propriétaires des terrains qui ont la charge financière de ces confortements. Alors, donc, ici, ce qu'on voit, ce sont les carrières souterraines, par exemple, en violet, hein, qui sont marquées. Et donc, vous voyez que la partie sud de Paris, ici, est largement sous-cavée, hein, au niveau de la couche qui s'appelle le calcaire grossier. Alors qu'ici, au nord de Paris, il y a des carrières souterraines, mais ces carrières sont dans le gypse donc du Ludien, hein, qui est la couche géologique un petit peu supérieure. Donc, différents types, on va dire, de carrières avec mais des vides souterrains presque sur une très grande partie de la surface du sous-sol parisien. Donc également, là autour du bois de Vincennes, il y a pas mal d'anciennes carrières de ce calcaire grossier. Alors, pour bien comprendre ce que vous pouvez rencontrer en termes de vide souterrain, en fait, il faut comprendre comment les carriers travaillaient. Hein, c'est-à-dire quand ils extrayaient la roche, hein, donc si ce calcaire grossier était visible, affleurant, bien sûr qu'on le prenait tout simplement au niveau du sol.
Et puis, petit à petit, bien sûr qu'on s'enfonçait parce que la couverture ici était plus importante. Et donc, à un moment donné, il était plus intéressant économiquement de passer en souterrain et de laisser ce recouvrement en place. Donc, il y avait un accès au souterrain. Et puis ensuite, on creusait, on enlevait le matériau dans les chambres et on laissait des piliers, comme ici, présentés, donc des piliers qui tenaient le toit de la carrière, plus les matériaux qui sont dessus. Donc vous voyez qu'il y a une planche de toit là qui est laissée dans ces matériaux, qui est laissée saine pour tenir, du point de vue de la portée ici au-dessus des galeries, ce toit de carrière et bien sûr aussi tenir tout le recouvrement. Alors il y a parfois des puits d'accès, soit pour la ventilation, soit pour ici extraire le matériau. C'était plus pratique que de transporter dans toutes les galeries pour arriver jusqu'à la sortie. Vous voyez, donc vous pouvez rencontrer aussi des puits qui partent de la surface et qui arrivent jusqu'au niveau des galeries. Donc, comme vous le voyez, on peut superposer deux niveaux de galeries. Et dans ces cas-là, on essaie de superposer, pour des raisons techniques, les piliers des galeries inférieures et supérieures. Et puis, il y a aussi des puits qui peuvent traverser on va dire le terrain pour aller chercher de l'eau dans la nappe phréatique, etc. Donc, voilà, une partie des carrières vont être des carrières à ciel ouvert, comme ici, une autre partie des carrières souterraines. Alors, en fonction, on va dire, des techniques des carriers, on peut rencontrer aussi ce qu'on appelle une exploitation par hague et bourrage, c'est-à-dire qu'on a enlevé le terrain qui était intéressant économiquement, qui était intéressant ici pour construire, c'est des bancs de moellons et de calcaire. Et puis, on s'est débarrassé un petit peu de tous les blocs qui étaient, on va dire, trop petits, etc. Et on a reconstruit, dans ce cadre des hagues et bourrages, des piliers qui maintiennent aussi le toit de la carrière, mais vous voyez qui sont des constructions déjà artificielles, parfois artisanales même, donc qui n'ont pas du tout les caractéristiques géotechniques des piliers naturels. Donc avec le temps, notamment, ce genre de construction va se détériorer un peu plus vite. Donc voilà le système des hagues et bourrages, et donc vous voyez que ces terrains-là sont bien sûr de très mauvaise qualité. Alors, les techniques pour excaver, c'était souvent d'enlever ici un banc qui était un peu plus faible du point de vue mécanique, et ensuite de récupérer les bancs supérieurs en les faisant basculer, si j'ose dire. Donc, voilà un petit peu comment on extrayait le matériau sous Paris et dans les environs. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Dans le cas de ces fameuses hagues et bourrages, on va retrouver les fameuses hagues, c'est-à-dire ces piliers un petit peu artisanaux qui sont censés tenir le fameux toit de la carrière. Mais vous voyez, certains de ces piliers sont entourés plus ou moins de remblais et avec le temps, ces remblais vont s'affaisser plus ou moins. Et donc, les piliers vont se retrouver plus ou moins inclinés. Bien sûr que dans ce cas-là, il va y avoir une espèce de flambage du toit de la carrière qui va s'incurver un petit peu, donc se fissurer par les tractions au niveau de ces matériaux. Et bien sûr que ça ne peut ensuite que se dégrader. Donc, il y a de temps en temps, si j'ose dire, encore quelques résidus de piliers, de troncs, de poutres, etc. Mais tout ça, bien sûr, ne peut que mal se terminer. Alors, dans ce cadre-là, l'inspection générale des carrières de la ville de Paris donc, intervient sous les terrains publics, on va dire,
et va conforter par des murs, on va voir, ces anciennes carrières donc dans les différents étages. Et elle dresse en plus, cette inspection générale des carrières, des cartes précises où elle indique là où elle a conforté, bien entendu. Donc si elle conforte sur un étage supérieur, on va avoir une carte avec des piliers rouges. Si elle a conforté l'étage inférieur, ou les deux, on va avoir des piliers bleus. Alors, voilà une carte, par exemple, de la place d'Italie, que vous connaissez peut-être. Donc, la place d'Italie, qui est située dans le sud de Paris. Eh bien, cette place, si vous regardez, elle a été entièrement confortée. Là où passent les lignes de métro, eh bien, ces carrières ont été confortées. Il y a eu en fait un certain nombre d'effondrements avant que l'on conforte. Il y a eu bien sûr beaucoup de soucis, on va dire. Et voilà, donc vous voyez ce travail entre guillemets de fourmi qui a été réalisé par on va dire les techniciens de cette inspection générale de carrière pour conforter pas à pas chaque mètre de carrière souterraine, et surtout faire la cartographie de ces confortements pour que l'on sache exactement où ils sont. Et ensuite, l'inspection générale des carrières va aussi régulièrement visiter ces anciennes galeries pour vérifier que tout est encore, on va dire, dans un état stable. Mais donc voilà un petit exemple de ces confortements, et vous verrez, on regardera une autre carte des carrières pendant les TD. Voilà, il y a beaucoup d'endroits qui sont au niveau de Paris totalement reconstruits en souterrain, si j'ose dire. Donc voilà, sachez que c'est vraiment très fréquent de rencontrer des carrières quand on travaille dans le sud de Paris, en rive gauche pour la Seine. Donc, parce que ce calcaire grossier a été largement exploité. Alors, au niveau de la butte Montmartre et de ces matériaux gypseux qui sont dans le nord-est de Paris, là, la technique d'exploitation était, on va dire, différente. Vous avez ici un personnage et vous voyez que les galeries sont beaucoup plus importantes parce que la couche géologique est plus épaisse. Et également, donc, ce matériau est plus intéressant du point de vue économique. Ce gypse, ça permet de faire du plâtre et ça permet de faire encore d'autres petites choses. Le gypse, ça intervient dans la formule du béton, par exemple, du ciment, je veux dire. Donc, ce matériau-là a été largement extrait et donc pour différentes raisons techniques, les galeries sont plus imposantes. Donc, attention à ces zones de gypse. Vous pouvez rencontrer des galeries beaucoup plus hautes. Alors, au niveau du Sacré-Cœur, c'est un monument de Paris qui se situe juste en haut de cette butte Montmartre. Eh bien, on va dire, la couche géologique de gypse n'était pas exploitée, mais sur les pentes, eh bien, cette couche a été largement exploitée à ciel ouvert, surtout, et il y a beaucoup de remblais. Vous verrez que cette zone-là, elle est assez de mauvaise qualité du point de vue géotechnique, et si vous allez vous promener là dans les rues, il y a pas mal de maisons fissurées, de bâtiments qui sont récrépis régulièrement, etc. Madame, Oui. ces remblais-là, ils sont faits par l'érosion, par sédimentation, pardon. Ah non, ces remblais-là, ce sont les humains qui les ont déposés. Alors, c'est souvent, on va dire, des matériaux qui étaient extraits de la carrière, qui étaient de mauvaise qualité. Ça peut être mélangé un peu avec du déchet, donc des déchets de démolition, des déchets de déconstruction, etc. Donc, c'est globalement des remblais d'assez mauvaise qualité, qui n'ont pas toujours été, même rarement jamais, compactés, etc. Enfin, c'est pas du remblai routier mis en place de manière technique. C'est
pour pouvoir aménager, hein, parce que bien sûr que ça s'est passé dans les années 1700, 1800, etc. Les carrières dans Paris existaient déjà du temps de Louis XV et Louis XVI. Hein. C'est Louis XVI qui a créé ce service d'inspection générale des carrières parce qu'il y avait déjà beaucoup d'effondrements et de nuisances liées à ces anciennes carrières. Donc vous voyez, de ce temps-là, le remblayage n'était pas quelque chose on va dire, de caractériser et de soigner. Hein. C'était vraiment un grand débarras, si j'ose dire, et puis par-dessus, on a construit. Alors, il y a eu un peu plus récemment l'exploitation de cette fameuse craie du Campagnen, et donc un petit peu plus au sud de Paris, vers Meudon, Clamart, Meudon, hein, toutes ces zones-là, on a extrait la craie du Campagnen en plusieurs niveaux, plusieurs types de galeries, plusieurs niveaux de galeries. Et donc là, vous voyez une carte avec les piliers qu'il reste dans ce matériau, et vous voyez que l'exploitant a superposé assez soigneusement les niveaux de piliers. Hein, donc ça, si j'ose dire, on voit que c'est une exploitation plus récente, hein, puisque il y a eu, on va dire, un tracé, un respect de la position des piliers, etc. C'est beaucoup plus récent comme exploitation. Hein. Et donc actuellement, certaines anciennes carrières de craie sont utilisées du point de vue industriel pour faire du stockage, par exemple, du stockage de vin, stockage de matériaux. Donc, ces anciens vides souterrains sont mieux utilisables parce que l'exploitation a été plus soignée. Alors, dans les zones où, si j'ose dire, ça se passe mal, eh bien, on peut avoir jusqu'à ce qu'on appelle un fontis, c'est-à-dire une arrivée au jour, hein, des problèmes souterrains, c'est-à-dire que le toit de la carrière, hein, donc s'est fissuré, a fait un flambage, comme je vous l'ai montré, et petit à petit, eh bien, les matériaux qui sont au-dessus s'effondrent également dans ce vide souterrain. Donc, ça forme un paquet de matériaux qui foisonnent, hein, donc c'est un peu plus important, mais de temps en temps, eh bien, on arrive au jour. Hein. Alors, ça peut se passer, on va dire, sous le relief, ça peut se passer aussi sous un bâtiment. Hein, ce phénomène-là ne tient pas compte, bien sûr, de ce qui est au-dessus. Et donc, vous pouvez avoir, on va dire, à un moment donné, une très mauvaise surprise, si j'ose dire. Hein, si vous n'avez pas en tête qu'il y a des vides souterrains, que ces vides ont vieilli, hein, et puis, en fonction, on va dire, du paquet géologique, parce que ce matériau extrait est un matériau solide, cohérent, hein, le calcaire grossier ou le gypse, mais les couches géologiques qui sont au-dessus ne sont pas de très bonne qualité. Hein. Donc, au-dessus du calcaire grossier, vous avez les marnes et caillasses, au-dessus du gypse, vous avez d'autres matériaux. Donc, tout ça, ces matériaux-là, eux, vont se dégrader beaucoup plus vite que le matériau initial. Voyez, et donc, le fontis va progresser assez rapidement vers jusqu'à ce que, entre guillemets, il rencontre le jour. Donc, comme je le disais, l'inspection générale des carrières visite, hein, ces anciennes galeries et conforte, hein, dans pas mal de situations, recrée des murs pour eh bien, sécuriser ces zones qui sont abîmées. Hein, donc, on fait des vraies constructions actuellement en souterrain pour donc stabiliser ces zones qui sont ensuite sinon menaçantes. On a eu pas mal d'accidents, hein, sur Paris avec un certain nombre de victimes, y compris, on va dire, jusque dans les années 70-80. Hein, donc, voilà, hein, c'est pas quelque chose qui est comment dire,
totalement réglé. Hein. Ce n'est pas un problème totalement réglé. On y est attentif par la force des choses, mais il y a encore des accidents. Alors, il y a aussi des vides, comme je l'ai dit, de dissolution qui sont naturels, hein, d'origine naturelle, et qui ont été parfois aggravés par l'action de l'homme qui a, pour différentes raisons, pompé, remis en circulation les eaux souterraines de manière intensive et donc provoqué peut-être davantage de dissolution. Alors, voici un exemple de vide naturel découvert dans les années 75 à côté de la gare du Nord. Je ne sais pas si vous voyez, donc la gare du Nord, c'est une zone complètement urbanisée autour de la gare du Nord, et bon, de l'autre côté, il y a les voies SNCF, bien sûr, mais donc vous voyez que lors de travaux sur les voies SNCF, eh bien, on peut mettre au jour donc un vide souterrain important. Alors, ce vide, il est situé dans une roche qui s'appelle le calcaire de Saint-Ouen, et on voit un petit peu la limite avec les sables de Beauchamp sur la photo précédente, je crois, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, là, on voit une certaine limite entre deux couches géologiques. Donc, ce calcaire de Saint-Ouen est, on va dire, relativement solide. Donc, la planche ici tenait encore, on va dire, les matériaux de couverture. Mais, si j'ose dire, il était temps d'intervenir parce que sinon, on allait avoir un effondrement important sur cette zone. Alors, donc ici, en fait, c'est la zone par laquelle on a découvert cette cavité. Hein. On faisait des sondages ici au niveau de la gare du Nord pour faire des travaux. Eh bien, au moment de ce sondage, le foreur, tout d'un coup, perd le fluide de foration, perd l'outil. Et donc ensuite, il y a eu des reconnaissances un petit peu approfondies. Hein. Alors, ce vide important, hein, autour de 20 mètres de haut et ici 23 mètres de diamètre, donc a été bien sûr comblé. Et donc on a vérifié par des sondages à mailles serrées qu'il n'y avait pas d'autres vides dans le secteur. Alors, comment on explique ce vide souterrain? On l'explique parce que dans cette couche des marnes et caillasses, ici, il y a du gypse, qui est un matériau donc soluble, très soluble même. Et vous voyez, au-dessus de ce gypse, des sables. Donc, en fait, une fois que vous avez dissous le gypse des marnes et caillasses, eh bien, les écoulements d'eau vont emporter ce sable de Beauchamp. Petit à petit, on va donc découvrir le matériau du calcaire de Saint-Ouen, et là, petit à petit, eh bien, ça s'effrite, ça vieillit comme la carrière artificielle, et donc les matériaux sont au fur et à mesure dissous. Hein. Le calcaire, c'est soluble aussi, donc c'est emporté à la fois soit par dissolution, soit par transport, et donc le matériau petit à petit se dégrade et la cavité s'agrandit. Hein. Donc vous voyez qu'il restait quelques mètres de calcaire de Saint-Ouen au moment où on a découvert la cavité, et au-dessus, tous les matériaux sont des matériaux meubles qui se seraient effondrés immédiatement dans la cavité. Madame, s'il vous plaît, l'eau est sur d'où? C'est l'eau d'infiltration? Alors, il y a l'eau d'infiltration de pluie, hein, bien sûr, que malheureusement, vous voyez qu'à Paris, il pleut souvent. Hein, là, actuellement, on est servi, si j'ose dire. Mais il y a aussi probablement dans ces zones-là, on va dire des pompages qui ont réactivé, des pompages récents, hein, qui ont réactivé ces dissolutions. Et donc, quand on fait des travaux, quand on a fait les premières lignes de métro dans Paris, hein, dans les années 1900, etc., eh bien, on était obligé de rabattre la nappe complètement pour travailler à sec, hein, dans les galeries du métro. Donc, on faisait des pompages très importants. Hein, et il y a eu des pompages aussi industriels très importants. Donc, l'homme a aussi, on va dire, lessivé davantage que la nature. Hein. Mais bien sûr que cette cavité souterraine, elle a mis des
on va dire des dizaines, des centaines d'années à se creuser. Et donc, cette eau, c'est pour partie l'eau d'infiltration de la pluie, mais aussi pour partie l'eau de la nappe. Dans le calcaire saintoin, c'est complètement gorgé d'eau actuellement, et dans les sables de Beauchamp aussi. Donc, l'eau de la nappe aussi qui a été réactivée au niveau de son transport. Alors, oui. S'il vous plaît, je voudrais connaître un peu quelle pourrait être l'épaisseur des toits qui se trouvent au-dessus des carrières déjà exploitées. Alors, donc ici, on voit, il restait quelques mètres. Donc ça, c'était on va dire l'érosion artificielle, mais l'érosion naturelle, pardon. Mais quand on fait une carrière, enfin les humains, quand ils font des carrières, donc ils vont laisser peut-être 1 mètre, 2 mètres, en fonction du matériau. Si ce matériau est très résistant, avec 2 mètres, ça va peut-être tenir le recouvrement, ça dépend du recouvrement. Mais, voyez, c'est de l'ordre du mètre, 2 mètres, 3 mètres dans les carrières de gypse, on peut laisser 2 mètres ou 2 mètres 50, mais voilà, l'humain, si j'ose dire, va être guidé aussi par le prix de ce matériau. C'est-à-dire que si le matériau est intéressant dans son prix de vente, eh bien, on va essayer de réduire cette planche de toit. Et alors, on peut aussi ajouter quelques éléments métalliques, on va dire, qui vont aider à cette stabilité. Mais voilà, donc c'est de l'ordre de quelques mètres. Il faut penser que 2-3 mètres, c'est souvent ce qui est laissé. Voilà, ça répond à votre question? Oui, madame, merci. Alors, d'autres éléments, on va dire, qu'il faut connaître, dont il faut se méfier, en tout cas, au niveau de la ville de Paris. Donc, c'est ce qu'on appelle les falaises de la Seine, qui sont situées donc, dans le secteur dit de Chaillot, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire en face la Tour Eiffel. Donc, vous allez à la Tour Eiffel, vous traversez la Seine, vous arrivez sur le Trocadéro et vous partez un petit peu, là, vous longez la Seine vers son aval, vous allez arriver dans ce secteur de Chaillot, sur lesquels, en fait, on a à l'affleurement le calcaire grossier, sur lequel on a construit, qui est un calcaire de très bonne qualité, et puis on a construit aussi sur des zones de calcaire grossier, mais qu'on pensait plus ou moins en place au moment où on a construit dessus. C'est-à-dire que ici, il y a généralement des fondations superficielles assez modestes, puisque le calcaire grossier, comme je l'ai dit, est un calcaire de très bonne qualité. Mais en fait, si on regarde d'un peu plus près, ces bancs de calcaire grossier ne sont pas en place. Et ils sont plus ou moins, je vais dire, flottants. Mais en tout cas, ils sont en équilibre, on va dire, plus ou moins instable sur des fausses glaises, des argiles plastiques. Et vous comprenez bien que si vous faites des travaux ici qui impliquent, on va dire, par exemple, d'excaver une partie de ces argiles plastiques, l'argile, elle flue, et donc légèrement, ces blocs vont être légèrement déplacés. Et bien sûr que les bâtiments qui sont dessus pourraient être endommagés. Si vous avez, entre guillemets, un bâtiment qui est plus ou moins posé à la limite, par exemple, de ces deux blocs-ci, eh bien, bien sûr que si vous avez des déplacements, il va y avoir de la fissuration dans le bâtiment. Donc, ça s'est déjà produit. Et les nouveaux bâtiments importants de ce secteur, bien sûr, ne sont pas fondés sur ces blocs-là de calcaire grossier, mais vont chercher le niveau stable de la craie du Campagnen, comme ici pour la maison de la radio. Donc, voyez, attention, c'est pas parce qu'on a du calcaire grossier sous les pieds, si j'ose dire, qu'on est dans une situation de facilité géotechnique. Il faut bien vérifier que ce calcaire grossier, il est en place. Donc, voilà un petit rappel. Alors,
tout de même, on a beaucoup déjà construit et travaillé dans Paris, hein, donc c'est possible techniquement. Il y a des solutions techniques, elles sont parfois onéreuses, on va dire. Hein. Donc, quelques exemples de solutions techniques. Alors, ici, vous avez le cas de la place de l'Étoile, avec l'Arc de Triomphe, hein, que vous connaissez. Eh bien, donc cet Arc de Triomphe, lui, il est fondé sur les sables de Beauchamp, là, qui sont, si j'ose dire, relativement épais. Et comme cet ouvrage est, je ne vais pas dire modeste, mais en tout cas, ce paquet de fondations, on va dire superficiel, est suffisant. Et ensuite, donc, il y a tout un tas d'aménagements souterrains. Hein. Vous connaissez donc probablement le RER-A qui passe dans cette place de l'Étoile. Il y a plusieurs lignes de métro. Il y a un passage souterrain pour les voitures, hein, qui peuvent passer d'un côté à l'autre de la place sans faire le tour périlleux que vous connaissez. Donc, actuellement, à nouveau, un chantier sur ce secteur avec les nouvelles lignes de métro, etc., qui sont construites. Alors, donc, vous voyez que le sous-sol est déjà bien encombré, hein, et qu'il va falloir être très prudent quand vous allez aménager à différents secteurs. Alors, au niveau de la Grande Arche de la Défense, hein, donc là, un ouvrage, on va dire, un peu plus, je vais dire, colossal, en tout cas monumental, eh bien, les fondations sont, cette Grande Arche de la Défense, elle est fondée sur le calcaire grossier du Lutétien, hein, par l'intermédiaire d'une douzaine de pieux. Hein. Vous avez ici, il y a 2 rangées de pieux, hein, d'une part et de l'autre de la Grande Arche. Et donc, ces pieux reposent sur le calcaire grossier et on a bien évidemment calculé les tassements, hein, que le poids de l'ouvrage allait engendrer sur les pieux et sur le calcaire. Et donc, vous voyez qu'au niveau donc des 2 lignes, le calcul est différent, hein, en fonction de l'épaisseur de calcaire et de sa qualité présente. Et donc, vous voyez qu'au pire du projet, on a environ 100 mm de tassement, c'est-à-dire 10 cm de tassement qui a été prévu sur ce calcaire grossier et quasiment, on va dire que la réalisation a montré que les calculs étaient assez justes. Hein. Donc, voilà, donc une solution pour les bâtiments importants. On a vu la craie du Campagnen dans le cas de la Maison de la Radio, le calcaire grossier du Lutétien pour la Grande Arche de la Défense. Alors, je ne sais plus, non, je n'ai pas l'exemple de la tour Montparnasse ici, mais la tour Montparnasse, donc c'est pareil, est ancrée dans la craie du Campagnen. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc ça pour les bâtiments, voilà quelques exemples. Alors maintenant, au niveau des lignes de métro, une partie et la plus grande partie des lignes de métro, à chaque fois que c'est possible, est creusée dans le calcaire grossier du Lutétien, hein, parce que c'est vraiment le terrain le meilleur du point de vue géotechnique pour ces galeries de métro. Et quand ce n'est pas possible, hein, pour des raisons de profondeur vis-à-vis de la surface, par exemple, eh bien, on est obligé de faire avec la couche qui est au-dessus. La couche qui est au-dessus du calcaire grossier, ce sont les marnes et caillasses. Et parfois, on peut avoir nécessité d'être dans les alluvions, etc. Donc, à chaque fois que c'est possible, c'est le calcaire grossier que l'on va privilégier, mais de temps en temps, il va falloir, on va dire, faire avec les matériaux qui sont de moins bonne qualité. Alors, quelques exemples. Donc ici, vous voyez la station Madeleine, hein, de cette ligne 14, qui a été réalisée dans la couche marne et caillasse qui est au-dessus, hein, des calcaires grossiers, et partiellement aussi localisée dans des alluvions gorgées d'eau. Eh bien, avant de creuser la station, il a fallu conforter, traiter le terrain, étancher le terrain sur toute cette zone pour travailler de manière
sécurisante, hein, en tout cas, et éviter des désordres importants en surface. Hein. Vous voyez, donc, quand on ne peut pas être dans le calcaire grossier, on est obligé de préparer le terrain pour donc limiter les venues d'eau et aussi avoir des matériaux de meilleure qualité technique. Alors, un autre exemple où là, on est dans le calcaire grossier, donc c'est a priori plus simple, sauf que ce calcaire grossier ici a été déjà exploité par le passé, hein, il y a des anciennes carrières, et donc là, il faut conforter cette zone-là pour retrouver, on va dire, les caractéristiques mécaniques du calcaire grossier. Alors, on fait ça par étapes, et de manière prudente, si j'ose dire, à la main, de manière avec des petits outils. Alors, on va peut-être amener des mini-pelles, mais c'est voilà, c'est des travaux qui sont minutieux, hein, pendant lesquels on va enlever ce remblai de carrière de mauvaise qualité, qu'on remplace par des matériaux, un mortier quand même de qualité assez proche du calcaire, hein. Donc un béton peut-être maigre, mais quand même quelque chose qui ressemble à du béton. Et petit à petit, on va remplacer donc tout ce matériau de remblai de carrière pour obtenir en fait un matériau de bonne qualité. Donc, vous voyez, quand on est dans le calcaire grossier, on a quand même parfois des mauvaises surprises. Alors, je vais me dépêcher parce que là, je commence à manger le temps de mes collègues. Donc, quelques idées sur le Grand Paris, hein, qui occupe actuellement les chantiers de la région parisienne avec les différentes lignes. Et donc, sur ces lignes, ici dans le sud de Paris, on va trouver des risques liés à la présence d'anciennes carrières, de calcaire grossier ici ou de gypse, et puis sur d'autres lignes, eh bien, on va avoir d'autres soucis, hein, des soucis, par exemple ici, liés au sable de Fontainebleau, qui est abrasif, hein, même s'il est assez meuble, et puis d'autres soucis sur la ligne 14, bien sûr qu'il faut donc affronter là aussi les carrières de calcaire, et puis d'autres phénomènes. Donc, voici donc sur les chantiers du Grand Paris actuellement donc cette géologie parisienne qui est largement reconnue et on va dire revisitée. Alors, je vous ai mis sur EducNet une vidéo sur les sondages réalisés dans le cadre du Grand Paris actuellement que vous pouvez regarder après le cours, bien sûr. Alors, pour cet espace souterrain, hein, en bilan, donc attention, hein, il faut d'abord bien connaître la nature qui entoure cet espace et en tenir compte, hein, pour vos calculs ou dans vos dimensionnements. Et dans tous les espaces, on va dire, difficiles, probablement mettre en place un système de surveillance qui vous permettre de contrôler le comportement réel de l'ouvrage. Donc, je crois que j'en ai fini. Alors, on va donc